Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Au sommaire, l'opérationnalisation du Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton. D'un coût estimé à 15 milliards de francs CFA, il se veut le creuset d'apprentissage et d'innovation au service de la transformation du tissu socio-économique. Dans ce journal, nous serons à la rencontre de la trouvaille de Boubacar Zongo, Bangre d'or 2025. Son moteur à synergie solaire qui a séduit le jury du 15e FERCIT devrait révolutionner le secteur agroalimentaire au Burkina Faso. Au Mali, nous ferons le point des préparatifs du Salon international de l'entrepreneuriat AES prévu du 18 au 21 novembre prochain. Il se veut un cadre indicateur mais aussi de développement socio-économique dans l'espace. Sur les objectifs et le programme d'activité, le ministre malien en charge de la question était face à la presse. Détail dans AES Actualité. Dans ce journal, nous braquons nos projecteurs sur le théâtre populaire Désiré Bonoko, créé sous la Révolution pour porter les ambitions culturelles de Thomas Sankara. Il a connu diverses fortunes. Entre heures de gloire et abandon, nous ferons le point sur le processus de réhabilitation. Merci de nous recevoir chez vous en séjour dans la région du Guriko depuis hier. Le Premier ministre a procédé ce matin à l'inauguration du Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton. D'un coût estimé à 15 milliards de francs CFA, il se veut un creuset d'apprentissage et d'innovation au service de la transformation du tissu socio-économique national. Les temps forts de la cérémonie d'inauguration sont rapportés pour nous par Lamine Karantao et Jérôme Tendano. Normalement, dans les semaines à venir, pour ce qui concerne la réalisation des infrastructures et des bâtiments, on devrait donc connaître l'achèvement. Une promesse du 25 janvier dernier, aujourd'hui, une réalité. Le Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton Sénatac s'ouvre ici, dans la nouvelle zone industrielle, au secteur 23 du Bobo du Lasso. Une fierté pour tous. Surtout pour un tel projet d'envergure, longtemps en souffrance et finalement sorti du creux de la vague par un engagement du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un projet qui, à un moment donné, était quelque peu en souffrance, mais sur instruction du camarade président du Faso, les travaux ont été relancés et nous avons mis un point d'honneur avec le ministère en charge de l'artisanat à suivre donc l'exécution des travaux. Et donc aujourd'hui, on peut dire que c'est l'aboutissement. Ce que nous avons vu et surtout la motivation que nous avons lue dans les yeux des apprenants qui sont ici, nous pensons véritablement que c'est un espace d'opportunité. Les Burkinabés aujourd'hui, dans un élan patriotique, portent fièrement le Faso d'Anfani ou le Kokodonda. Et évidemment, il faut créer les conditions pour améliorer l'artisanat. Le président du Faso le rappelle chaque fois pour que nous puissions aujourd'hui enclencher une dynamique vertueuse de développement endogène. Il faut que nous ayons le courage de nous recentrer sur les produits que nous produisons sur place ici au Burkina Faso, que nous puissions avec le savoir-faire endogène transformer ces produits et surtout que nous puissions porter les produits finis, consommer les produits finis avec beaucoup de fierté. Ce projet est donc stratégique pour le Burkina Faso. Et le gouvernement veut également voir la cotonnade made in Burkina voyager et surtout représenter fièrement le pays des hommes intègres au-delà de nos frontières. Ce joyau que nous inaugurons aujourd'hui est le fruit de l'excellente relation de coopération entre le Burkina Faso et la République d'Italie qui s'est engagée à soutenir la politique nationale en matière d'artisanat. Cette importante infrastructure que nous inaugurons aujourd'hui d'un coût global de plus d'1,5 milliard de francs CFA est composée d'ouvrages soigneusement conçus pour répondre aux besoins spécifiques des artisans et s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des compétences techniques et managériales des artisans burkinabés et a enregistré des acquis significatifs au cours des 3 dernières années. L'ambition du gouvernement est ainsi clairement affichée. Le coton burkinabé doit contribuer principalement à l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés et à l'essor de l'économie nationale. D'où ce centre d'appui à la transformation artisanale du coton appelé à être dupliqué dans d'autres régions du Burkina Faso.
Mettant à profit son séjour dans la région du Djuriko, le ministre de l'Économie et des Finances est allé sur les traces du financement du Fonds de développement économique et social FBDS. 3 unités industrielles faisant dans la transformation et la valorisation de la matière première locale ont donc reçu la visite du ministre Nakamnambo. Le film avec Lamine Karantao, Sriki Milogo et Kaduro Menki. Burkina Cajou, une unité industrielle spécialisée dans la transformation de la noix de cajou. Cette unité a une capacité d'environ 75 000 tonnes. Et pour le ministre de l'Économie et des Finances, elle peut apporter beaucoup dans la chaîne des valeurs de la noix de cajou. Après Burkina Cajou, cap est mis sur 2 autres unités industrielles. Nous avons fait également un tour à Nafaso, et qui va au-delà de la production de semences améliorées pour également se lancer dans une usine de transformation, de décortiquage du riz qui est en cours de construction. Nous avons également encouragé les promoteurs à accélérer les travaux de sorte à ce que l'unité puisse être opérationnelle le plus tôt possible. Ici, nous sommes au niveau d'une petite unité qui originellement travaille sur la transformation donc, des mangues, notamment une unité de séchage de mangue. Étant donné que la campagne de production de la mangue est très courte, donc la promotrice a décidé, au-delà du séchage, essayer de voir comment elle peut associer d'autres activités. Au sortir de cette visite, c'est un ministre satisfait de la diversité et de l'innovation en termes de transformation de nos produits locaux. Nous avons eu l'opportunité de visiter 3 unités industrielles de tailles différentes, mais toutes engagées pour le développement du Burkina Faso. L'idée, c'est de dire aussi que nous ne sommes pas juste là pour soutenir les grandes unités. Il y a aussi les petites unités qu'il faut encourager, qui contribuent à l'économie et surtout qui contribuent à la résilience de la population. Donc nous sommes très satisfaits de la visite. Nous encourageons tous les promoteurs et nous nous engageons à continuer à les soutenir. Ces 3 unités industrielles qui reçoivent ici la visite du ministre sont toutes bénéficiaires du Fonds burkinabé de développement économique et social, des industriels qui réitèrent leur détermination à accompagner la politique de développement endogène. Recevoir les ministres montre que ce que nous faisons est vraiment pas au-delà même de Bobo Dioulasso, jusqu'à les ministres se déplacent pour venir nous rendre visite. Voilà, on est vraiment contents de cela. Nous sommes lancés vraiment dans la transformation pour diminuer l'importation du riz. Donc avec le soutien de l'État, le soutien de l'initiative présidentielle et l'offensive agro-silvopastorale, ils ont demandé à ce que des opérateurs rentrent vraiment dans la transformation du riz. Et nous avons l'avantage d'être producteurs et transformateurs. Cette visite du ministre Nakanabo traduit la volonté du gouvernement d'accompagner l'industrialisation au Burkina Faso, un terreau fertile pour la création d'emplois. Dans ces missions de lutte contre la fraude et la contrebande, gangrène de l'économie nationale, les services de douane ont mis la main sur un important lot de détonateurs et d'explosifs, du matériel remis à l'armée pour destruction. La cérémonie avec Drissa Traoré et Kaduro Menki. Plus de 25 000 matériels dangereux, composés essentiellement de détonateurs, d'explosifs, de cordons, saisis par les services techniques de la douane du Burkina et ici remis à la 2e région militaire pour destruction. Merci et félicitations à l'administration douanière pour le travail abattu. Parce que c'est dans ça qu'on va pouvoir lutter efficacement ensemble contre le terrorisme et contre l'utilisation de ces produits qui contribuent forcément à renforcer leurs capacités. Donc c'est saisi, affaiblit les groupes armés terroristes et participe à la lutte. Dans le cadre de missions qui sont confiées à l'administration douanière, les missions donc de sécurisation du territoire, nous avons effectué des contrôles. Et les contrôles que nous avons effectués ont abouti à des saisies d'objets dangereux, aussi dangereux pour les forces de défense et de sécurité et la population. Il était indiqué que nous prenons attache avec l'armée, leur confier la destruction de ce matériel au regard de sa caractéristique dangereuse. En plus de ce matériel dangereux, un lot de défense d'éléphants
remis à la brigade régionale des eaux et forêts du Guirico afin d'éviter que l'ivoire se retrouve sur le marché. L'éléphant d'Afrique, dont le nom scientifique est Loxodonta africana, fait partie des espèces intégralement protégées par nos textes. Ici, il faut le dire, l'ivoire est un trophée. Et qui parle de l'ivoire parle de l'abattage, qui effectivement est strictement interdit. Voilà, donc quand nous recevons ces trophées, nous les mettons hors effectivement du circuit commercial. À cette cérémonie, les responsables douaniers et militaires saluent la collaboration des populations. Une coopération combien précieuse. Dans la lutte contre le terrorisme se félicitent les différentes institutions ici représentées. En tournée donc dans la partie ouest du pays, Dr Yves Kafando, directeur général des douanes, a rendu visite aux responsables administratifs et militaires de la région du Guirico. Il a été également reçu par les notabilités coutumières. À toutes ces personnalités, il a demandé bénédiction et accompagnement pour la réussite des missions douanières. Lamine Karantao, Sayouba Mamboni. Cette visite, placée sous le signe du respect institutionnel et de la collaboration, traduit la volonté du premier responsable des douanes du Burkina de renforcer les liens entre son institution et les autorités régionales. Nous sommes venus solliciter l'accompagnement de Madame le gouverneur parce que nous menons certaines opérations au niveau de la région. Nous avons besoin donc de son accompagnement, de ses bénédictions pour que les missions qui nous sont confiées au niveau régional, nous puissions pleinement les exécuter. Et Madame le gouverneur nous a donné donc son entière disponibilité à nous accompagner. Elle nous a témoigné ses bénédictions. Nous repartons à Gardi parce qu'au suite de cette sortie des visites de courtoisie, nous savons que sur le terrain, quelque chose va être fait avec donc l'accompagnement des autorités au niveau régional. Une démarche saluée par le gouverneur qui félicite au passage la douane pour ses efforts en matière de mobilisation des ressources et de sécurisation du territoire économique. Je voudrais saluer la démarche de monsieur le directeur général de la douane qui consiste à venir encourager les éléments sur le terrain, toucher du doigt les réalités et également écouter leurs préoccupations. Chose que j'apprécie très positivement quand on sait l'importance de cette institution dans le paysage institutionnel national. Cette visite de courtoisie du DG des douanes du Burkina a lieu également avec les autorités coutumières et militaires, les acteurs du monde des affaires et autres partenaires de l'institution douanière. Des rencontres porteuses de sens et d'engagement pour une meilleure synergie entre la douane et les autorités régionales au service du développement du Guirico et du Burkina Faso tout entier. En santé, c'est parti depuis hier pour les deuxièmes journées de la campagne nationale de supplémentation en vitamine A. L'objectif est affiché, réduire la vulnérabilité de plus de 4 millions d'enfants sur le territoire national. Cette campagne lancée à Bobo-Dioulasso est couplée aux journées locales de vaccination contre la poliomyélite. Nous assistons à l'administration des premières doses dans ce reportage de Lamine Karantao et Sayouba Mamboni. Le ministre en charge de la Santé, Robert Lucien Kargougou, administre ici une dose de vitamine A à cet enfant âgé de 10 mois. C'est parti ainsi pour le deuxième passage de la campagne des journées vitamine A+. Comme lui, plus de 4 600 000 autres enfants âgés de 6 à 59 mois bénéficieront de ce liquide précieux. Une action du département de la santé qui entend prévenir la carence en vitamine A, la baisse de l'immunité et la prévention de la cécité nocturne. Il s'agira aussi au cours de cette période de faire en sorte que les enfants de 12 à 59 mois puissent bénéficier de leur comprimé d'albendazole. Nous allons aussi faire en sorte que les enfants puissent être dépistés pour ce qui concerne la malnutrition et que les enfants malnutris puissent faire l'objet d'une prise en charge. Au cours de cette campagne, nous allons travailler à faire en sorte aussi que tous les enfants qui ne sont pas à jour de leur vaccination, pour ce qui concerne le statut vaccinal, que tous ces enfants puissent aussi être rattrapés. Et c'est l'occasion pour moi, au nom du gouvernement, de lancer un vibrant appel depuis Bobo-Dioulasso à l'ensemble des Burkinabés pour que nous fassions en sorte que tous les enfants de la cible
puissent bénéficier de ce paquet intégré de services. Pour le gouvernement et ses partenaires, ces journées traduisent l'engagement à garantir à chaque enfant le droit à une bonne santé et à une croissance harmonieuse. Depuis quelques années, nous travaillons à renforcer le système de santé du pays en vue de fournir des services de nutrition, de lutte contre les maladies tropicales négligées, de lutte contre la cécité nocturne et en même temps d'élargir la gamme de produits riches, sains et enrichis pour les communautés vulnérables. Cette campagne s'étend jusqu'au 10 novembre prochain en zone urbaine et le 6 décembre en zone rurale. Plus de 17 000 agents de santé à base communautaire et 25 000 distributeurs communautaires vont sillonner les concessions, quartiers, villages et tout autre lieu pour administrer gratuitement ces doses à la cible. Retour à Ouagadougou, se sont tenues les journées scientifiques de la chirurgie pédiatrique, également couplées aux journées portes ouvertes du centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. La problématique de la chirurgie néonatale et l'implémentation de la mini-invasive pour le chirurgien pédiatre, deux thématiques qui ont ponctué les 3 jours d'activité consacrés à la santé de l'enfant. Jean-Eudes Bayala et Tanga Kafando. Ces journées qui mettent en lumière le métier de la chirurgie pédiatrique constituent un cadre d'échange et de sensibilisation des populations sur les accidents domestiques pour les chirurgiens néonatales. Elles se tiennent cumulativement avec les journées scientifiques, un tremplin pour parler de la chirurgie mini-invasive, sa mise en œuvre et ses défis. La chirurgie mini-invasive consiste à introduire des instruments très fins couplés à une caméra dans l'organisme pour aller traiter les lésions. Et dans le domaine de la chirurgie pédiatrique, c'est pratiquement le gold standard. Mais la pratique est plus difficile. Parce qu'imaginez le corps d'une personne qui est adulte, l'espace est plus grand, alors que chez les enfants, l'espace est plus réduit. De l'opinion du parrain, il convient de soutenir le domaine de la chirurgie néonatale afin de permettre aux spécialistes d'affronter les difficultés rencontrées dans le secteur d'activité. C'est l'occasion pour eux d'échanger entre eux, mais aussi de s'ouvrir aux autres corps de métier et en plus de se faire connaître par les autres. À eux seuls, ils ne peuvent rien faire, les chirurgiens, parce qu'il y a toujours des équipes qui vont les accompagner en amont, pendant et en aval. Donc il est bien que tout le monde comprenne comment ça fonctionne pour qu'il puisse avoir une symbiose sur toute la chaîne. Au cœur de ces journées, des expositions, des panels, des communications scientifiques et des interventions vidéo sur la chirurgie pédiatrique avec les étudiants en chirurgie néonatale. Et de ces activités, des recommandations seront portées pour une meilleure prestation des soins chirurgicaux pédiatriques au Burkina Faso. Le colloque international et pluridisciplinaire en hommage au professeur Serge Théophile Balima, pionnier des sciences et techniques de l'information et de la communication au Burkina, s'est achevé vendredi dernier à Ouagadougou. Il aura offert 2 jours d'échange et de partage d'expériences sur la question de la formation au métier de journalisme et de communication à l'ère de la digitalisation. La cérémonie de clôture avec Romial Patristoui. Les rideaux retombent ainsi sur le colloque international et pluridisciplinaire en hommage au professeur Serge Théophile Balima. 48 heures durant, étudiants, chercheurs et professionnels du domaine de la communication et du journalisme, venus du Burkina Faso et d'ailleurs, ont échangé sur des thématiques d'actualité et d'intérêt. Tout un honneur pour le professeur Balima. Rendre hommage à ma modeste personne après près de 35 à 36 ans de service à l'université. Cette reconnaissance me touche énormément parce que ça me fait comprendre que j'ai été quelque part utile à la communauté. Évidemment, c'est toujours un grand plaisir quand on reconnaît que vous avez apporté quelque chose dans le processus de construction de votre pays. Peut-on encore former au métier de l'information et de la communication face aux défis de la digitalisation et des médias numériques? C'est sous ce thème principal que le colloque international s'est tenu à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Un colloque qui a tenu toutes ses promesses selon les participants. Les panels qui ont permis des regards croisés entre des chercheurs, et des anciens chercheurs seniors, juniors, des doctorants, des étudiants,
sur des thèmes variés en lien avec le thème du colloque, mais aussi avec des praticiens du domaine de l'information et de la communication. Cette cérémonie de clôture est marquée par des témoignages de reconnaissance d'anciens étudiants et collaborateurs du professeur. Serge Théophile Balima est ainsi honoré avec plusieurs cadeaux de la part des promotions qu'il a tenues durant sa carrière. Regardons à présent de plus près la trouvaille de Boubacar Zongo, Bangré d'Or 2025. Son moteur à synergie solaire, on se rappelle, avait séduit le jury du 15e FERSUTA. Mise à l'échelle, cette innovation devrait révolutionner le secteur agroalimentaire au Burkina Faso. À la rencontre de l'innovateur de l'année avec Daouda Ouattara et Karim Bikenga. Bangré d'Or, c'est Monsieur Zongo Boubacar. Cette nuit-là est visiblement la nuit de la gloire pour Boubacar Zongo. Déclaré Bangré d'Or 2025, le meilleur innovateur de l'année reçoit le trophée et 25 millions de francs CFA. Un montant initialement fixé à 5 millions de francs CFA est revu à la hausse, conformément à la volonté du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce prix pour moi, sincèrement dit là, je ne m'attendais pas. Puisque c'est deux prix, le prix du ministère de la recherche scientifique que j'ai eu, ça j'étais déjà content. Et à la dernière minute, on dit que j'ai eu ça. Et ça, en tout cas, j'étais tellement ému, je ne sais même pas quoi dire. Mais c'est pour dire que tout travail qu'on croit beaucoup et qu'on persévère là-dessus paye toujours. L'invention qui place le quinquagénaire sur la plus haute marche est ce moteur. Un moteur dit à synergie solaire, pensé et réalisé dans cet atelier de Zach Touli. Ici, le moteur est utilisé pour le fonctionnement de ce broyeur polyvalent. Le moteur à synergie solaire, c'est un peu des jumeaux des choses. Moteur à synchrone ou bien synchrone. Tout ce que le moteur à synchrone peut faire là, le moteur à synergie peut le faire. La seule différence, c'est qu'il utilise directement le soleil. On peut utiliser le moteur pour les égreneuses, les moulins à céréales, les vanneuses, tout ce qui est fixe. Qui utilise le moteur asynchrone ou synchrone, le moteur à synergie solaire peut faire ce travail. Ce moteur à synergie solaire est en l'état un prototype. Il est donc appelé à se développer et l'innovateur est bien conscient. Quant à la question de l'accessibilité, la solution est la production en quantité. Pour cela, il faut faire suivre les moyens humains, techniques et financiers. Pour aller à la phase de la commercialisation, il faut carrément une unité, des compétences différentes. Un bon tourneur, un bon usineur, celui qui fait bien usiner les pièces. Bon, il faut pas, on n'a pas besoin moins de plus de... Il faut, ça vaut 20 personnes de compétents qui doivent pouvoir être là. Si on me demande de faire 1 par jour, 2 par jour, c'est pas bon. C'est très cher. Regardez pour ce prototype-là. Nous traitons les aides des 2 ou 3 partenaires qui travaillent dans le domaine des mines là. Ça vaut presque 2 ou 3 millions que j'ai investi. C'est là où Boubacar Zongo a le regard tourné vers l'État, le secteur privé et les étudiants dans les filières scientifiques. Une synergie de l'ensemble de ces acteurs pour lui est gage de réussite du développement final du moteur à synergie solaire. Et de 3 pour le Centre national de la recherche scientifique et technologique qui a déroulé le tapis rouge à ces chercheurs qui se sont distingués sur les scènes nationales et internationales au cours de l'année 2024. C'était au cours de la soirée dite des lauréats placés sous le signe de la reconnaissance et de la valorisation du savoir local. L'ambiance de la soirée avec Patrice Toé. Ils sont 12 chercheurs à recevoir les félicitations des premiers responsables du Centre national de la recherche scientifique et technologique, CNRST. En plus de ces chercheurs, 2 instituts évoluant dans le domaine de la recherche voient également leur mérite reconnu. Les résultats de recherche aujourd'hui ont permis de vaincre un certain nombre de difficultés, notamment les questions de sécheresse et les questions d'insuffisance de qualité en fait, des sols. Et
À ce niveau, il faut dire que la plupart des semences aujourd'hui qui sont utilisées sont des semences en fait améliorées. De l'agriculture à l'élevage en passant par la santé et l'environnement, aucun domaine n'échappe au microscope des chercheurs burkinabés. Des chercheurs qui se sentent honorés par l'organisation de cette soirée des lauréats. Les travaux que j'ai présentés, c'était surtout sur le diagnostic des maladies en utilisant la technique de biologie moléculaire et aussi le diagnostic, en fait, l'identification des prédispositions génétiques humaines à faire une maladie après une infection donnée. Donc, entre autres, il y avait la recherche sur le cancer du sein. J'ai reçu le prix du jeune chercheur et je reçois ce prix avec honneur et c'est pour moi l'occasion de remercier mes collaborateurs. Pour le délégué général du CNRST, les fruits de la richesse scientifique doivent participer au développement socio-économique du Burkina Faso. La soirée des lauréats est donc l'occasion pour lui d'encourager ses chercheurs à continuer dans la dynamique de l'excellence. Les rideaux sont tombés hier sur la 6e édition de la Semaine des énergies et des énergies renouvelables d'Afrique. Fin de 3 jours de concertation sur le nexus agriculture-énergie-eau, sanctionné par des recommandations. Quelques-unes dans ce reportage de Alassane Kendrebe-Ogo et Moumouni Wanga. Je déclare close la 6e édition de la Semaine des énergies. Ainsi s'achève la 6e édition de la Semaine des énergies et des énergies renouvelables d'Afrique (SERA). Après 3 jours ponctués de communication, de panels, d'échanges B2B, d'expositions technologiques et donc de partage d'expériences, les 1200 participants parviennent à des recommandations pour une transition énergétique intégrée et durable. Mettre en place un cadre de concertation interministériel pour opérationnaliser le nexus agriculture-énergie-eau. Promouvoir la coopération entre les pays de l'AIS à travers la mise en œuvre de projets et programmes énergétiques et agricoles transfrontaliers. Renforcer les capacités des acteurs dans le domaine de la technologie, en l'occurrence l'intelligence artificielle. Plus qu'un cadre d'échange, la SERA est une véritable force motrice, une force capable d'impulser la transformation du continent vers une Afrique plus résiliente, solidaire et souveraine, souligne le Premier ministre burkinabé dans son discours prononcé par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières. La participation massive de plusieurs participants venus d'horizons divers atteste de l'importance stratégique que revêt la gestion intégrée des ressources agricoles, énergétiques et hydriques. Le nexus agriculture-énergie-eau représente une nécessité absolue, incontournable si nous voulons garantir un développement durable et équitable pour nos populations. Il est essentiel d'adopter une approche systémique qui intègre ces 3 dimensions pour nourrir, irriguer et alimenter efficacement nos sociétés en énergie. Pour Yacouba Zabré Gouba, l'ambition du gouvernement est d'assurer une transition énergétique inclusive et durable tout en consolidant la sécurité alimentaire et l'accès équitable à l'eau pour tous les Burkinabés. Un chemin long mais jalonné de réussite, ceci grâce à des cadres comme la SERA. Sécurité alimentaire toujours et nous retrouvons les équipes de la SONAGES dans la région des Tanounia. Elles y sont déployées pour les opérations de collecte bord-champ des céréales avec le double objectif de renforcer les stocks de sécurité de l'État mais aussi éviter le bradage des récoltes des producteurs. Hassan Gourabou et Moumoune Baro ont assisté au début des opérations. Le temps est ainsi donné pour la collecte bord-champ des céréales par la SONAGES ici à Kafiguela. À la faveur de cette opération, Karim Tou, producteur, récolte ici les fruits de son travail avec 3 sacs de riz mis à la disposition de la Nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire. Comme paiement, Karim reçoit donc, séance tenante, un dépôt de 45 390 francs CFA grâce à la transaction par mobile money. De par le passé, nous mettions beaucoup de temps pour rentrer en possession de notre dû.
Aujourd'hui, avec la SONAGES, j'ai eu cash mon argent. Je suis très content de cette innovation. Pour les premiers responsables de la SONAGES, cette opération vise à assurer la disponibilité des céréales en cas de besoin pour soulager les ménages en difficulté économique. Et comme particularité, l'opération de collecte bord-champ se mène uniquement dans les zones excédentaires. Nous allons, par exemple, pour la région de Tanouya, que nous connaissons comme une zone excédentaire, nous venons pour collecter essentiellement le maïs, le niébé et le riz. Ça veut dire qu'elle est excédentaire, mais nous ne nous intéressons pas ici, par exemple, au mil et au sorgho. Ce sont des spéculations qui ne sont pas véritablement leur spécialité. Donc c'est un peu comme ça que nous allons procéder dans toutes les régions. Ce qui fait que vous allez vous rendre compte qu'il y a des régions dans lesquelles nous allons collecter que du niébé et du riz. Parce que le niébé et le riz, ça on lance la collecte sur tout le territoire national. Maintenant pour les autres spéculations, on spécifie. Cette campagne s'inscrit donc dans une dynamique de renforcement de la sécurité et de la souveraineté alimentaire voulue par notre président, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Je voudrais donc ici féliciter nos producteurs pour cette résilience et les inviter à faire de cette campagne une réussite totale dans la région de Tanouya. Au plan national, 2 variétés de riz, la TS2 et Oryx, se collectent au prix de 170 francs le kilogramme. Quant au maïs, il est à 135 francs le kilogramme dans la région de Tanouya. Pour cette campagne, la SONAGES compte collecter 530 000 tonnes, toutes spéculations confondues, pour contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Prévention et gestion pacifique des conflits, le Centre international d'Irénage ouvre ses portes dans la capitale burkinabé. Il entend combiner recherche scientifique, formation, médiation et expertise technique pour contribuer à la promotion de la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Ses missions et ses ambitions étaient dévoilées au cours d'une conférence de presse suivie pour nous par Bienvenue Tonsa. Un nouvel organe est né. Il se donne pour mission d'œuvrer à la paix, à la cohésion sociale et au développement durable. Le Centre international d'Irénage s'ouvre officiellement au public. Basé à Ouagadougou, il intervient dans la gestion des conflits par la médiation, la conciliation, l'arbitrage et autres. Notre centre se propose d'être un acteur technique important dans la promotion des mécanismes alternatifs de gestion et de résolution des différends en s'appuyant sur des procédés consensuels tels que la formation et la sensibilisation sur la résilience et la cohésion sociale. Le Centre international d'Irénage fait également dans la formation, l'appui conseil et le coaching des investisseurs. Il dispose, foi de ses responsables, d'un réseau d'experts nationaux et internationaux à même de garantir un service de qualité. Je formule le vœu que cette initiative devienne un levier important de développement durable porté par une synergie d'experts passionnés et engagés. Créée en 2024, cette structure, loin de vouloir se substituer à la justice, se dit engagée à collaborer avec les structures de l'État, les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales. Le Centre international d'Irénage ambitionne briller par l'aspect innovant de ses interventions. Pour une meilleure protection des données à caractère personnel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a pris son bâton de pèlerin depuis des mois. Ces équipes ont déposé leurs valises cette semaine dans les locaux du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat avec le même message, faire de la protection des données à caractère personnel une culture, sinon un réflexe dans l'administration publique. Nyakiteda. À l'heure de la digitalisation des procédures et de dématérialisation des services, aucune institution n'a droit à l'erreur. La transformation numérique doit être faite avec une responsabilité accrue et qui repose sur une trilogie: sécurité, confidentialité et fiabilité des informations. C'est tout le sens de l'offensive de la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés, au niveau des départements ministériels et institutions. Et sa présence au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat vise à accompagner ce département à renforcer la protection des données à caractère personnel des agents, mais aussi des usagers et des entreprises dans la gestion du foncier.
Le ministère de l'Urbanisme aujourd'hui effectivement est dans des grands chantiers de digitalisation pour faciliter les services, notamment concernant tout ce qui concerne le logement et l'habitat, notamment la plateforme pour la récolte de passifs, les promoteurs immobiliers, la plateforme Tenga Topo, la plateforme de la vente de parcelles à Komsiliga. C'est une grande quantité d'informations à caractère personnel qui sont récoltées et qui sont manipulées. Donc la CIL accompagne pour pouvoir en tout cas rappeler davantage et surtout donner le rudiment nécessaire pour une sécurisation, une protection de ces données à caractère personnel là, qui va donner encore plus de confiance des usagers vis-à-vis du ministère et en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Cette rencontre avec la CIL va permettre aux cadres et personnels à des postes stratégiques de renforcer davantage la protection des données à caractère personnel et de gérer au mieux les grands projets de digitalisation et de dématérialisation des services. Objectif affiché, transparence, efficacité et demeurer plus proche des citoyens. Nous tendons à digitaliser, nous tendons à dématérialiser et nous manipulons beaucoup de données et ces données revêtent une importance capitale sur la gestion de la sécurité et de la protection de la vie privée. Et la présence de la CIL ce matin nous rappelle cela et ça va contribuer naturellement à donner les rudiments aux différents acteurs qui animent la vie du département. La protection est non seulement une exigence légale, mais aussi un devoir moral, rappelle avec insistance le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Delwende Maxime Kendrebego salue l'initiative de la CIL qui permet au ministère d'être encore plus performant dans la gestion de son projet de digitalisation et de dématérialisation des services. Retour dans ce journal sur l'une des grandes décisions du Conseil des ministres de la semaine, le décret portant institution d'un passeport de pèlerinage. Une décision saluée par les agences de voyage en ce sens que le dit document viendra contribuer à la qualité de l'organisation des pèlerinages au Burkina Faso. Quelques réactions dans ce reportage de Daouda Ouattara et Romial Patestoui. Bientôt un passeport spécialement dédié au pèlerinage au Burkina Faso. Le décret instituant ce document de voyage est adopté en Conseil des ministres de jeudi 6 novembre dernier. Une décision qui était très attendue des agences évoluant dans l'organisation des pèlerinages. Les passeports que nous utilisons actuellement, c'est des passeports ordinaires. Il se trouve que la majeure partie des pèlerins, environ 90% des pèlerins, utilisent ce passeport rien que pour le Hajj et quand ils reviennent du Hajj, ça ne sert plus à quelque chose puisque ce n'est pas des gens qui vont voyager encore. Et compte tenu de leur âge et un certain nombre de choses, ils ne vont plus l'utiliser. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour l'obtenir, il fallait réunir les mêmes documents que tout le monde. Et donc, vous savez que les personnes d'un certain âge, même pour avoir certains documents, ce n'est pas facile. Je prends un exemple. Moi, j'ai une dizaine de pèlerins depuis 2022 qui n'arrivent pas à voyager parce que ils n'ont pas les documents, surtout le casier judiciaire. Il y a d'autres qui ne retrouvent plus les extraits de naissance de leurs parents. Voilà, de 1900, tant, 1900. Bon, souvent, si tu rencontres un greffier qui te comprend, bon, comme une vieille de 80 ans, de 90 ans, bon, qui veut aller se ressourcer, qui veut aller accomplir sa foi. Bon, je pense que le passeport typiquement pèlerin peut-être va aider ces gens de personnes aussi. Pour une meilleure organisation des pèlerinages des confessions religieuses au Burkina Faso, les acteurs du domaine souhaitent un allègement des conditions d'acquisition du précieux sésame. Mon souhait, c'est qu'on facilite la documentation pour l'obtention de ce passeport et deuxièmement qu'on regarde aussi le coût. Si on peut revoir le coût. Et je pense que si on part dans ces deux aspects-là, je pense que ça va soulager considérablement le pèlerin. Ce que nous allons souhaiter maintenant, et quand ce passeport sera là, sa validité, c'est ça. Parce que chez nous, chrétiens, un chrétien peut prendre une année, faire 2, 3 pèlerinages. Maintenant, si le passeport a une courte durée de validité, ça peut aussi poser un problème. En plus de l'adoption de ce passeport de pèlerinage, le Conseil des ministres du 6 novembre dernier a aussi décidé de l'institution d'un passeport d'urgence. L'adoption de ces documents de voyage s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de la sécurisation des documents de voyage, selon le Conseil des ministres.
Au Mali, le premier salon international de l'entrepreneuriat AES se prépare activement. Il est prévu du 18 au 21 novembre prochain sous le thème Entrepreneuriat, facteur d'intégration et de développement des pays de la Confédération AES. Sur les objectifs du salon et le programme d'activité, le ministre malien en charge de la question était face à la presse. Précision avec Mohamed Kayentao et Sidiki Balou. Bamako, la capitale malienne, abritera du 18 au 21 novembre prochain le Salon international de l'entrepreneuriat AES. Plus de 5000 participants sont attendus à cette rencontre qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat au sein de l'espace AES. Les initiateurs encouragent la participation des jeunes et des femmes au développement économique du Burkina, du Niger et du Mali. Les 4 objectifs recherchés sont promouvoir un entrepreneuriat national inclusif et innovant comme moteur de développement économique dans l'espace confédéral. Offrir une plateforme régionale de valorisation de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes et des femmes. Mobiliser les partenaires techniques et les investissements privés autour de projets structurants. Contribuer à la création d'emplois durables et de richesses. Entrepreneuriat, facteur d'intégration et de développement économique des pays de la Confédération AES est le thème de ce rendez-vous du donner du recevoir qui aura comme pays invité le Maroc, le Sénégal, le Togo et le Bénin. Des ateliers thématiques pour permettre à chaque délégation invitée de partager ses expériences réussies en termes d'accompagnement ou de création d'entreprises. Une grande compétition de plans d'affaires pour les jeunes et femmes entrepreneurs afin de découvrir les meilleures idées commerciales. Après avoir obtenu leur adhésion, Oumou Salsek a tout de même rappelé que la réussite de ce salon dépend en grande partie des hommes de médias avant de les inviter à jouer pleinement leur partition. Au Niger, les secrétaires généraux des ministères et autres cadres de l'administration publique rattachés à la présidence s'approprient les principes de la refondation nationale. Un séminaire a été organisé à cet effet par le comité national chargé de l'opérationnalisation de l'Alliance des États du Sahel. Écho avec Ramatou Adamou Hali et Souleymane Boubacar. Cette cérémonie solennelle consacrée au séminaire d'appropriation des principes de la refondation nationale est d'une importance capitale pour le Niger, mais aussi pour la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Un séminaire pour mieux outiller les secrétaires généraux des ministères et des responsables des services rattachés à la présidence de la République et au cabinet du Premier ministre. Une initiative du Comité national chargé de l'opérationnalisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui a pour thématique l'édification de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel dans le contexte de la refondation. Le premier objectif, c'est l'appropriation de cette vision-là à travers les objectifs, à travers ces principes, la vision de la refondation, la vision de la Confédération des États du Sahel, donc appropriation d'une part, et d'autre part, recueillir auprès de vous et identifier d'abord avec vous les obstacles et les contraintes sur la voie de la refondation. Il est indispensable que les ministères et les établissements indépendants et de façon globale l'ensemble des services publics qu'ils prennent la mesure de la situation actuelle pour entreprendre des réformes, pour analyser en profondeur les différents domaines de compétences afin de faire des propositions susceptibles de réorienter et d'accélérer le développement économique et social de notre pays. Il est donc plus que urgent de consolider la vision patriotique et souveraine et panafricaine des pères fondateurs de l'AES pour garantir le développement de nos États, tout en nouant des rapports bilatéraux et multilatéraux fondés sur de nouveaux paradigmes. Ce séminaire est donc une occasion pour tous ces acteurs de formuler des recommandations pertinentes
à même de promouvoir leurs différents services. Dans la suite de ce 20h, nous braquons nos projecteurs sur le théâtre populaire Désiré Bonogo, créé sous la Révolution pour porter les ambitions culturelles de Thomas Sankara. Il a connu diverses fortunes. Entre heures de gloire et abandon, nous faisons ce soir le point sur le processus de réhabilitation. Adama Giti, Moumouni Wanga. Auguste Ouedraogo retrouve le théâtre populaire Désiré Bonogo. Près de 3 décennies que l'ancien fonctionnaire de police n'y avait plus mis pied. Malgré le temps passé, ses souvenirs d'avant l'infrastructure demeurent intacts. Cette zone était, on parlait de lotissement sauvage de Maxime. Après, on nous a considérés comme des zones inondables. La bande verte est jusqu'ici. Donc on essaie de contacter les autorités et avoir une aide. Les autorités ne nous ont pas écoutés, mais ils ont agi. Dans un premier temps, ils ont déguerpi 2 villas qui étaient à côté. Après, ils ont décidé de construire le théâtre populaire. Un ouf de soulagement pour les habitants de cette partie du quartier Samandin qui jusque-là sollicitaient l'aide des autorités d'alors. Le lieu là, c'était un lieu de délinquants, de toutes sortes de femmes légères. Il y avait du tout. Voilà pourquoi les autorités ont pris la décision d'occuper le terrain. Nous, vraiment, on apprécie en ce temps. Parce que ça nous a beaucoup libérés. Vous savez, le canal, là, il y avait des délinquants, des vrais délinquants, des vrais délinquants. On tuait des gens dans le fossé, là. Nous sommes en 1985 quand le président Thomas Sankara initie les travaux. Des travaux qui connaissent la participation active des populations, notamment les riverains. Tu donnais le sable, l'argent ou le ciment. Nous avons contribué, tout le quartier, à donner ce qu'on avait. Et on assistait même aux travaux. C'était des Coréens qui ont conduit le travail de construction du théâtre populaire, mais avec une participation exactement à la façon de Faso Mebo d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que les gens ont bossé pour finir le truc en l'espace même pas une année. Et il a fait l'ouverture. Et ici, non seulement il y avait les spectacles, mais il y avait aussi la première école de musique. Une des grandes initiatives culturelles du président Thomas Sankara est ainsi née aux côtés de bien d'autres. Une salle du peuple, construite par le peuple pour le rayonnement de la culture burkinabé. Le camarade ne s'est pas contenté d'un petit espace, il a pris un vaste espace qui offrait des opportunités pour plus tard. Jusqu'à l'heure où je vous parle, 40 ans plus tard, le théâtre populaire, on peut faire tout ce qu'on veut en termes d'infrastructures ici. On peut créer un village de culture du monde comme il y en a dans d'autres pays parce qu'il y a de l'espace pour le parking, pour les jardins, pour les piscines, pour le sport et pour également l'accueil et l'hébergement. Il y a de l'espace. Autre particularité du théâtre populaire Désiré Bonogo, son aspect ciel ouvert. Que dire de la tribune où chaque place assise semble offrir le meilleur des angles de vue sur la scène? Moi, je reprends les termes d'avant, c'était vraiment propre. Parce que la chaleur, tu vois, les gens enlèvent leurs habits, déposent et puis ils sont calés pour regarder le spectacle. Bon, mais c'était extraordinaire. Ça rapproche, c'est plus rapproché au peuple. Je pense que le genre est exceptionnel. Après l'assassinat du père de la Révolution démocratique et populaire en 1987, cette vitrine de la culture est abandonnée à son sort. Elle est même contrainte à la fermeture, malgré moult tentatives durant la décennie 90-2000. Mais c'était un grand pincement au cœur, c'était une grande déception, parce que surtout quand je revenais ici et je voyais que tout prend facilement ici. Quand je parle de tout là, c'est du désordre qui prenait facilement un peu partout. On trouve des immondices par là, on trouve entre-temps, on dit que ce sont les femmes qui se vendent ici, entre-temps, voilà. Et jusqu'à un jour, là où je voulais venir au théâtre populaire, je n'ai pas pu accéder. Ces ordures-là, ça venait dans la cour, dans nos chambres. J'ai dit les ordures ne venaient pas l'eau. Hein. Non seulement ils étaient inondés, on avait les ordures dans nos chambres. Et quand l'eau part, vous avez peut-être 1 semaine à 2 semaines à laver, à nettoyer. Depuis lors, les années se suivent et se ressemblent ici.
le théâtre populaire et ses environs deviennent les lieux de tous les rejets. Mais 2025 est finalement la bonne année. Sur instruction du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, un autre vent nouveau souffle en ces lieux. Nous sommes aujourd'hui engagés dans une dynamique de restauration de la mémoire et des idéaux de Thomas Sankara. Donc instruction nous a été donnée de travailler avec les acteurs culturels, mais aussi avec l'ensemble des Burkinabés autour de Faso Mebo pour que nous puissions mener cette opération de salubrité aujourd'hui. Et à la suite, il y a des perspectives heureuses. Et bien sûr, nous n'entendons pas conduire les réformes ou les innovations sans les Burkinabés. Parce que le théâtre populaire Désiré Bonogo sera réhabilité pour servir de haut lieu de création artistique. Et je voudrais ici mobiliser l'ensemble des acteurs culturels à pouvoir donc s'investir pour que ensemble nous puissions conduire ce projet à terme. La mobilisation sonnée, acteurs institutionnels, acteurs culturels, veille citoyenne, riverains et des détenus répondent présents en appui aux équipes de Faso Mebo. Des équipes grâce à qui des voies d'accès sont ouvertes et le dépotoir un lointain souvenir. Comme premier acte, le concert patriotique du 18 octobre. C'est demander à tous les acteurs du secteur de la culture de prendre d'assaut déjà le lieu. Il faut que le chef de l'État voie, il faut que le Premier ministre voie, il faut que le ministre de la Culture voie qu'effectivement, on a besoin du coin. Et pour ça, il faut continuer à organiser les spectacles comme celui qu'on a ouvert, le concert patriotique. Tout ce qui va être location, on va le reverser dans un fonds pour soutenir la rénovation. Le théâtre populaire est de nouveau opérationnel, mais dans la réhabilitation de cette œuvre du capitaine Thomas Sankara, la révolution progressiste populaire ne veut pas en rester là. Ainsi donc, un concours d'architecture est lancé par la primature et l'initiative présidentielle Faso Mebo pour dénicher la meilleure proposition d'aménagement en vue de rendre le site encore plus attractif. Un café littéraire pour renforcer la qualité de la formation à l'École nationale d'administration et de magistrature. Écrivains, éditeurs et amoureux du livre étaient conviés à la rencontre d'échange qui a également vu la participation d'autres écoles professionnelles. Mariama Tamboura. Le 5e café littéraire de l'ENARC reçoit 4 écrivains burkinabés, tous issus des forces de défense et de sécurité. L'adjudant-chef des douanes Koudougou Richard Guissou, auteur du livre Le fardeau de l'adolescence, le commissaire de police Abdoul Mandé avec l'enfant du pays, Désillusion aux réalités d'un moment, le colonel William Kombari avec le crime des traditions et enfin le capitaine Cédric Kologo avec le maraboutage. Des œuvres qui abordent des thématiques comme l'impact des crises sociales, la cybercriminalité et l'arnaque. Nous vivons tous les arnaques cybercriminelles aujourd'hui. Et donc s'intéresser à cette œuvre, c'est d'abord découvrir quelles sont les arnaques possibles que les cybercriminels ici au Burkina Faso ou un peu dans la sous-région font pour réussir à prospérer dans leurs œuvres. Et aussi, il y a aussi l'aspect didactique littéraire. Nous n'avons pas toujours le temps de faire la promotion de nos œuvres et peut-être que nous ne sommes pas tout le temps compris ou avoir l'occasion justement de nous exprimer par rapport à nos œuvres. Donc je dirais que c'est vraiment une initiative qui est à saluer. En les mettant à l'honneur, nous affirmons que la plume peut être aussi puissante que l'action sur le terrain. Donc, je voudrais, au nom de Monsieur le Directeur Général, dire grandement merci à ces auteurs ici présents qui, en dépit de leur agenda chargé, nous le savons très bien, sur le terrain, ils ont trouvé un créneau pour venir partager avec nous leur expérience, leur connaissance, ce qu'ils ont écrit au niveau de leurs ouvrages. Le public de ce café littéraire est composé de stagiaires de l'ENAM, des élèves du Britannique militaire du Kadiogo, des étudiants venus des écoles professionnelles, des auteurs et des amateurs de lecture. Un véritable moment de découverte littéraire pour les participants.
Ils ont eu droit en tout cas à des œuvres, de très belles factures qui vont en tout cas contribuer énormément en tout cas à notre formation professionnelle durant notre séjour dans cette prestigieuse école. L'œuvre qui a attiré le plus mon attention est l'œuvre Le Maraboutage parce qu'elle traite sur des phénomènes qui sont de plus en plus en essor et mal connus du public. Par exemple les enlèvements de mineurs et les sciences occultes. Le café littéraire de l'ENARC répond à un engagement de fait de l'École nationale d'administration et de magistrature, un espace de formation intégrale où la culture et la réflexion accompagnent l'apprentissage technique et administratif. Tradition respectée pour les organisateurs de la foire marocaine qui tiennent depuis vendredi dernier la 8e édition. Elle donne à voir le savoir-faire du royaume chérifien dans l'art vestimentaire, culinaire, mais aussi des produits issus de l'artisanat d'art. Daouda Ouattara et Nyakite Da ont visité les stands pour nous. Cette année encore, la foire marocaine est de nouveau à Ouagadougou. Depuis son quartier général d'ici d'Issiao et au pavillon de la créativité Thomas Sankara, se dresse une gamme variée d'articles issus du royaume chérifien. Amourani Chouz et son équipe exposent ici une diversité de produits venus uniquement du Maroc. La qualité, elle est la nouveauté. Le nouveau modèle et la qualité supérieure, cuir 100%. Même dans les ceintures, les chaussures, les sandales pour les dames, même prix, on n'a pas touché à prix. Mais c'est dur, mais on a laissé le même prix. La foire marocaine de Ouagadougou, c'est aussi et surtout les produits alimentaires. Des produits typiquement bio, constitués d'épices, d'huile alimentaire, de fruits, entre autres. Au niveau des épices, il y a beaucoup de nouveautés. Et le prix, c'est très abordable à la portée de tout le monde. Au niveau des fruits secs aussi, il y a beaucoup de nouveaux fruits qu'on a envoyés pour que les gens découvrent les bienfaits du Maroc. Aussi, au niveau des huiles, il y a des nouveaux huiles qui sont à la portée de tout le monde. Ezouman Damou est un inconditionnel du salon marocain. Et à cette 8e édition, il est de la partie. Idem pour Mesdames Compaoré et Nabi qui trouvent ici leur compte. On est là pour les chaussures, il y a également les épices. On a pu se procurer quelques chaussures. Voilà. En tout cas, on trouve que c'est des chaussures de bonne qualité. Voilà, chaque année, on s'en procure. On est venu payer des épices et puis des chaussures pour les enfants. L'année passée, on était là, c'était bien. Et cette année, on est revenu encore pour ça. En tout cas, les épices, là, vraiment, c'est bien. Il y a beaucoup d'articles, ça c'est très important. Également, la qualité, comme je l'ai dit, en tout cas, chaque année, quand on vient, ce qu'on trouve, c'est de la bonne qualité. À côté des chaussures et des produits alimentaires, des objets d'art et des costumes se laissent contempler au salon marocain et à des prix bien étudiés. Comme d'habitude, on a amené plusieurs articles, que ce soit pour l'habillement et l'artisanat. Donc il y a des jeans, chemises, et des costumes et quelques articles d'artisanat aussi. Les visiteurs sont de toutes les couches, enfants, jeunes, hommes et femmes, ainsi que des personnes âgées. La particularité de la foire marocaine réside en ses produits qui sont bio, également de qualité et accessibles. Elle emploie plus de 45 jeunes burkinabés du 7 novembre au 31 décembre 2025. Une semaine pour sillonner 8 régions du Burkina. C'est parti depuis hier pour le Tour Motard du Faso. Environ 300 participants d'une dizaine de pays prennent part à l'aventure qui participent également à la promotion de la paix et la cohésion sociale. Konsoun Koulibaly et Alex Zagré. Un salut motard et c'est parti pour la première édition du Tour Motard du Burkina. Rouler pour la paix, la fraternité et la fierté nationale, le Tour Motard du Burkina est un voyage culturel de découverte de la richesse et de la diversité du patrimoine burkinabé. À travers cette première édition, nous voulons montrer aux yeux du monde, non seulement au Burkinabé, à la sous-région, à l'international, que le Burkina Faso regorge de nombreuses potentialités culturelles, touristiques et aussi que le pays va de l'avant, que le pays est vivable et que la destination Burkina est à promouvoir. Ce tour illustre la bonne collaboration entre Faso Tourisme et West Coast Adventure, initiateurs du Tour Motard du Burkina. Ces types d'activités viennent en tout cas accompagner l'action du gouvernement
en matière de promotion de la destination Burkina Faso. Parce que vous verrez que pendant en tout cas ces jours de tournée, il y aura beaucoup d'activités, il y aura beaucoup de reportages, il y aura également des activités au niveau des sites touristiques qui vont permettre d'apporter plus de visibilité à nos sites touristiques qui en ont besoin en cette période-ci. Plus de 300 motards venus de la sous-région et du Burkina Faso prennent part à cette aventure citoyenne. Et ces passionnés de la grosse cylindrée ne cachent pas leur enthousiasme. C'est émotionnel, c'est personnel, c'est un plaisir. Mais vous voyez, au-delà de ça, je pense que c'est aussi de faire des choses que nous aimons, être bien avec nous-mêmes pour pouvoir être productif dans notre vie quotidienne de tous les jours. C'est vraiment prendre le temps pour nous. La caravane du Tour Motard du Burkina sillonnera 8 régions en cette étape. Tout au long du parcours, les populations des localités traversées bénéficieront des séances de sensibilisation, d'animation culturelle et d'action caritative. Une initiative placée sous le signe de la sécurité routière, de la promotion du tourisme intérieur et du renforcement de la cohésion sociale. Merci d'avoir suivi ce 20h qui s'achève. Merci de votre fidélité toute la semaine. Nyarkite Da et Sébastien Zongo étaient à la coordination des éditions et Moumouni Banao à la réalisation. Toute l'équipe du 20h se joint à moi pour vous souhaiter une très belle reprise pour demain. À bientôt.